Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un épisode sur, enfin il va y en avoir trois en fait, hein, sur le sujet du maréchal Pétain. Donc j'ai choisi tout d'abord un livre d'histoire de Julian Jackson, hein, un Britannique, qui avait donc précédemment écrit un livre sur De Gaulle, hein, qui était très talentueux comme livre. J'ai pris ce livre qui est original, hein, qui est sur le procès Pétain. Donc vraiment ça décrit très très bien, avec précision, ce moment historique. Hein. Je vous montre le livre, hein, c'était publié au Seuil il n'y a pas très longtemps, hein, je crois que c'était en 2022. Voilà. Et puis je vais vous lire d'abord la jaquette. Pendant l'occupation, peu d'images ont autant choqué la population que la photographie du maréchal Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale, serrant la main de Hitler le 20 octobre 1940. Pétain déclare alors au peuple français qu'il s'engage dans la voie de la collaboration. Il termine par ces mots: « Telle est ma politique. Mes ministres sont responsables devant moi. C'est moi seul qui serai jugé par l'histoire. » Oui, il y aura un procès du coup. 5 ans plus tard, en juillet 1945, l'heure du jugement, mais pas encore de celui de l'histoire, est venue. Pétain est traduit devant la haute cour spéciale créée pour répondre de sa conduite entre la signature de l'armistice avec l'Allemagne en juin 1940 et la libération de la France en août 1944. Dans cet ouvrage, qui allie la finesse de l'analyse à l'art du romancier, les 3 semaines du procès de Pétain qu'analyse Julian Jackson au jour le jour révèlent l'une des crises les plus dramatiques de l'histoire de France au XXe siècle. C'est ce que le procureur principal Mornay a appelé 4 années à effacer de notre histoire. Comme le dira François Mauriac en 1945, un procès comme celui-là n'est jamais clos. Pour ses admirateurs, pour ses adversaires, Pétain restera une figure tragique, éternellement errante, à mi-chemin de la trahison et du sacrifice. Jackson explore brillamment comment le souvenir de Pétain a hanté la conscience collective des Français jusqu'à nos jours. Spécialiste de l'histoire de la France jusqu'au XXe siècle, Julian Jackson est professeur d'histoire à Queen Mary, University of London. Sa biographie de Gaulle a connu un grand succès. Il a gagné de nombreux prix en France et à l'étranger, dont le très prestigieux Duff Copper Prize. Voilà. Donc on va s'appuyer sur ce livre-là. C'est pour illustrer donc un roman de Pauline Dreyfus. Ce sont des choses qui arrivent, donc je vous lirai la jaquette la prochaine fois, enfin la 3e fois plutôt, qui évoque cette période, hein, voilà, la période du régime de Vichy. Donc je vous ai mis quelques livres, hein, donc il y a le livre de Paxton qu'il faut avoir lu, bon, c'est vraiment un livre qui a marqué, hein, voilà. Ensuite, je vous ai mis les nouvelles histoires de Vichy, hein, de notre auteur, enfin oui, il y en a plein, ceci dit. Voilà. Donc je vais commencer par... ah oui, et puis je voulais vous dire aussi que ce serait intéressant de voir donc, le sujet qui était filmé sur le procès, avec une reconstitution des voix, la remise en couleur de certaines images en noir et blanc, et du procès, hein, une partie du procès a été filmée, et les dialogues ont été enregistrés. Donc ça c'est Philippe Saad qui avait mis ça en image. Ça se trouve à l'INA, c'est sur YouTube, hein, de toute manière vous pouvez le trouver sur YouTube, ça s'appelle Juger Pétain, hein, de Philippe Saad. Voilà. Donc ça illustre bien notre sujet, si vous avez l'occasion, le temps de le voir. Donc ensuite je vous ai sélectionné dans ce livre, page 13, Montoire, entrevue avec Hitler, page 13. Page 13, page 13, page 13, c'est ça? Non, c'est pas ça. Page 13. Pétain et son entourage, qui comprend Pierre Laval, arrivent de Vichy par la route dans l'après-midi du 24 octobre. C'est la première fois que Pétain revient en zone occupée depuis la signature de l'armistice. Peut-être la visite permet-elle de rompre la monotonie de Vichy. La réunion a lieu dans le wagon personnel d'Hitler. Sont également présents
Joachim von Ribbentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères, et l'interprète d'Hitler, Paul Schmidt. Le Führer, qui a servi comme simple soldat pendant la Grande Guerre, est impressionné de se retrouver en présence du premier géant survivant de ce conflit. En accueillant Pétain, il lui dit en allemand « Je suis heureux de serrer la main d'un Français qui n'est pas responsable de cette guerre ». Comme aucun interprète n'est présent à ce moment-là, Pétain répond évasivement en français « Splendide, splendide, merci ». Alors que Pétain et Laval sont en conférence avec Hitler, d'autres membres de la délégation française, dont Bernard Ménétrel, le médecin et conseiller de Pétain, échangent des plaisanteries et dégustent des petits fours avec le médecin d'Hitler et un diplomate allemand. Les deux praticiens discutent de la santé de leurs patients respectifs, celle de Pétain étant plus robuste que celle d'Hitler. Une fois l'entretien terminé, le Führer, qui traite son invité avec déférence, le raccompagne jusqu'à sa voiture. Il a certainement trouvé Pétain plus agréable que Franco, ce salaud de jésuite, avait dit Hitler. Quant à Pétain, toujours sensible à la flatterie, il est plus favorablement impressionné par l'ancien caporal autrichien qu'il ne l'avait anticipé. C'est Laval qui commentera plus tard que l'uniforme mal ajusté d'Hitler le faisait ressembler à un portier d'hôtel. La rencontre, qui a duré environ 2 heures, ne débouche sur aucune décision, mais sa portée symbolique est indiscutable. Peu après, les Allemands produisent un court film d'actualité sur l'événement. On y voit Pétain descendre de sa voiture devant une rangée de soldats allemands au garde à vous. Il serre la main de Ribbentrop et celle du maréchal Wilhelm Keitel. Puis, accompagné de ce dernier, il traverse la voie ferrée, les plantes en pot bien en évidence, vers l'endroit où l'attend Hitler, coiffé d'une casquette qui semble curieusement trop grande. Les deux hommes se serrent la main. La photographie de cette poignée de main, avec l'interprète debout entre Pétain et Hitler et Ribbentrop légèrement sur le côté, serait abondamment reproduite au cours des 4 années suivantes. Après la guerre, Pétain expliqua à l'un de ses avocats qu'il ne s'agissait pas d'une véritable poignée de main. Puisqu'Hitler lui avait tendu la sienne, il n'avait pu l'ignorer, mais il lui avait serré seulement les doigts. Lors de son procès, cette piètre justification ne fut pas jugée convaincante par les juges qui firent des reproductions agrandies de la photographie. En une autre occasion, Pétain déclara « Mais il me tendait la main, je ne pouvais tout de même pas cracher dedans, d'autant plus que j'étais venu lui demander le retour de nos prisonniers. » Voilà, il n'avait, semble-t-il, pas conscience de l'importance du symbole. Hein. Alors, page 20 à choisir. C'était déjà un vieil homme. C'était un vieil homme. Avec ses nouveaux pouvoirs, le gouvernement de Pétain met en œuvre ce qu'il nomme la Révolution nationale. Voilà, c'est le titre du passage. Hein. Choisir la Révolution nationale. En rédigeant une série de nouvelles lois, dont des mesures de persécution contre les Juifs et d'autres catégories de la population. Il crée également un tribunal spécial à Riom pour juger ceux qui rend responsables de la défaite. Pendant cette période, le véritable chef du gouvernement est l'ancien président du Conseil, Pierre Laval, officiellement désigné comme le successeur de Pétain, dans l'un des actes constitutionnels. Touche monarchique qui fait de lui le dauphin du maréchal. Mais le 13 décembre 1940, Laval est sommairement limogé par Pétain pour des raisons qui restent obscures. L'hypothèse selon laquelle Laval aurait été renvoyé parce que Pétain désapprouvait la collaboration avec l'Allemagne est affaiblie par le fait que son successeur, l'amiral Darlan, poussa cette politique encore plus loin, allant jusqu'à offrir aux Allemands d'utiliser les bases aériennes françaises en Syrie en mai 1941. Bien qu'on puisse difficilement accuser Darlan d'avoir fait preuve de tiédeur dans la collaboration, les Allemands ne pardonnèrent jamais à Pétain d'avoir limogé Laval. En avril 1942, il l'oblige à le rappeler. Laval est désormais l'homme fort de Vichy et il le restera jusqu'à la fin. Mais sa liberté de manœuvre vis-à-vis du Reich ne cesse de se réduire. Dans sa première période au pouvoir, il avait envisagé la collaboration comme un moyen de préparer le terrain pour un règlement général avec une Allemagne victorieuse. Lorsqu'il est rappelé, il s'agit plutôt d'un bras de fer interminable avec les occupants, dont les préoccupations deviennent plus insatiables à mesure que la situation militaire se retourne contre eux. Ils exigent du gouvernement de Vichy le recrutement d'ouvriers français pour les usines d'armement, l'organisation de rafles contre les Juifs
en vue de les déporter et une répression accrue de la résistance. La marge de manœuvre de Laval est fatalement réduite en novembre 1942 lorsque les forces américaines débarquent en Afrique du Nord française. Les Allemands ripostent quasi instantanément en occupant la France libre. La France entière. Excusez-moi. À l'origine, l'armistice avait accordé à Vichy une zone non occupée et lui avait laissé le contrôle de ses colonies d'Afrique du Nord. Du jour au lendemain, ces deux atouts importants sont perdus. C'est un tournant majeur pour le régime. Pétain aurait pu saisir cette occasion pour démissionner ou rejoindre les Alliés en Afrique du Nord. Il choisit, c'est le choix, au contraire de rester en place, liant irrévocablement son destin à celui du régime de Vichy jusqu'à sa déchéance finale en août 1944. Alors, ensuite, page 22, trahison. C'est la page d'après, c'est pas plus compliqué. Au-delà du débat autour de ces questions spécifiques, le procès souleva des interrogations morales et philosophiques plus larges. Où se situait le devoir patriotique après la défaite? Un gouvernement légal était-il nécessairement légitime? Existe-t-il des situations où la conscience devrait l'emporter sur le devoir d'obéir aux lois? Est-il possible que le bien-être apparent d'une population entre en conflit avec les intérêts supérieurs de la nation? Les réponses à ces questions ne sont pas évidentes. Nous pouvons le constater à travers les thèses de trois observateurs contemporains, tous opposés à Vichy, mais pour des raisons différentes. Commençons par le général de Gaulle lui-même. Écrivant 10 ans après les faits, il ne cache pas son mécontentement quant au déroulement du procès de Pétain. Pour moi, la faute capitale de Pétain et de son gouvernement, c'était d'avoir conclu avec l'ennemi, au nom de la France, le soi-disant armistice. Certes, à la date où on l'avait signé, la bataille dans la métropole était indiscutablement perdue. Arrêter le combat entre l'Atlantique et les Alpes pour mettre un terme à la déroute, cet acte militaire et local eût été justifié. Le gouvernement aurait gagné Alger, emportant le trésor de la souveraineté française qui, depuis 14 siècles, n'avait jamais été livré, continuant la lutte jusqu'à son terme, tenant parole aux Alliés et en échange exigeant leur concours. Mais avoir retiré de la guerre l'Empire indemne, la flotte inentamée, l'aviation en grande partie intacte, les troupes d'Afrique et du Levant qui n'avaient pas perdu un soldat, toutes celles qui, depuis la France même, pouvaient être transportées ailleurs, avoir manqué à nos alliances, par-dessus tout avoir soumis l'État à la discrétion du Reich, c'est cela qu'il fallait condamner. Toutes les fautes que Vichy avait été amené à commettre ensuite, collaboration avec les envahisseurs, remise à Hitler des prisonniers politiques français, de juifs, d'étrangers réfugiés chez nous, concours fournis sous forme de main-d'œuvre, de matière, de fabrication, de propagande à l'appareil guerrier de l'ennemi découlaient infailliblement de cette source empoisonnée. Aussi étais-je contrarié de voir la haute cour, les milieux parlementaires, les journaux s'abstenir dans une large mesure de stigmatiser l'armistice et au contraire de se saisir longuement des faits qui lui étaient accessoires. Voilà, l'avis de Gaulle. Alors, page 29, qui est l'accusé? Qui est l'accusé? En juillet 40, un homme politique observait en plaisantant que depuis Louis XIV, aucun chef d'État français n'avait eu de pouvoir autant de pouvoir que Philippe Pétain. Un aboutissement remarquable et inattendu pour cet homme qui, 25 ans plus tôt, n'était qu'un obscur colonel à l'aube de la retraite. Jusqu'à ce moment, l'armée avait été le principal horizon de son existence, à la fois comme carrière et comme famille de substitution. Pétain naît en 1856 dans une modeste famille de paysans du Pas-de-Calais. Sa mère meurt en couche alors qu'il n'a que 18 mois. Après le remariage rapide de son père, lui et ses sœurs sont confiés à ses parents. Il a toujours souffert de ne pas avoir connu sa mère. Ma belle-mère se montrait une marâtre. La maison de mon père m'était pratiquement fermée, a-t-il déclaré lors d'une rare confidence. Sa personnalité notoirement réservée et secrète s'expliquait, selon lui, par le manque d'affection dont il avait souffert et la nécessité de se débrouiller seul dès son plus jeune âge. Il est certain que l'homme qui, plus tard, célébrait les vertus de la famille n'a pas de bons souvenirs de la sienne. Il garderait peu de contact avec ses sœurs. S'il exalta par la suite les valeurs paysannes d'enracinement dans le terroir, il ne manifesta aucune nostalgie pour ses propres racines. Lorsqu'il acquit une résidence secondaire, ce fut
sur la très mondaine Côte d'Azur. Son éducation est prise en main par un oncle maternel, un prêtre, qui a su déceler l'intelligence du garçon. Pour un jeune homme issu d'un milieu modeste, l'armée constitue une voie classique de promotion sociale. Au lendemain de la défaite de la France contre l'Allemagne en 1871, le désir de revanche est partagé par de nombreux garçons de son âge. Jusqu'en 14, Pétain poursuit donc une carrière militaire honorable, mais sans éclat. Son avancement est entravé par le scepticisme qu'il manifeste envers la doctrine dominante au sein du haut commandement qui préconise l'offensive à outrance. Les cours qu'il délivre à l'école de guerre font valoir que les progrès de la technologie militaire donnent désormais l'avantage à la défense. Il souligne la nécessité d'une préparation tactique minutieuse avant de passer à l'offensive. Son adage, le feu tue. Oui, ça c'est une évidence. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on passe donc dans l'ère de la guerre industrielle. Et on verra qu'en 14, effectivement, la défense va devenir primordiale. Quoi. Alors, page 36, enlèvement. Page 36, enlèvement. D'accord. Lorsque le 19 août, Rang Funk revient à l'hôtel du parc avec un ultimatum, c'est un Pétain glacial qui le reçoit, flanqué du général de Bennet et de l'amiral Bléau. Un officier d'ordonnance annonce que les représentants diplomatiques des deux pays neutres, le nonce apostolique et le consul de Suisse, Walter Stucky, attendent dans la pièce voisine. Ranke Funk hurle qu'ils ne peuvent être admis. Bléau répond sur le même ton: « Vous nous emmerdez !» Ménétrel, le médecin, fait alors irruption dans la pièce accompagnée de deux diplomates pour leur démontrer que Pétain agit sous la contrainte. Les Allemands quittent l'hôtel en déclarant qu'ils reviendront chercher Pétain le lendemain. Le 20 à 6 h du matin, des chars allemands se postent devant l'hôtel. Pétain se lève pour jeter un coup d'œil par la fenêtre, puis il se recouche. On est en 1944, hein, petit détail. Une heure plus tard, des soldats allemands enfoncent la porte du bâtiment. Dans son rapport, l'officier allemand chargé de l'opération décrit ainsi la situation. Quand je fus arrivé dans le hall de l'hôtel, le lieutenant Petit de la garde du maréchal s'opposa à moi et me fit savoir que je me trouvais dans la maison du maréchal Pétain et qu'il m'interdisait d'entrer. J'ai répondu que j'en prenais connaissance, mais que j'avais reçu un ordre et que j'exécuterais coûte que coûte. Avec l'échange de salle militaire, le lieutenant Petit s'esquiva et, accompagné de son détachement, je me rendis à l'escalier qui conduit aux appartements du maréchal. Août 44, donc, les Alliés sont déjà sur le sol français. Lorsque les Allemands brisent les vitres de la porte de la chambre de Pétain, ils le trouvent en train de s'habiller. Paris va bientôt être pris, hein. Donc c'est un peu la panique, ces gens-là. Ménétrel est sur la place, muni d'un magnétophone et d'une caméra pour enregistrer l'événement. Il insiste pour que Pétain puisse prendre son petit déjeuner avant de partir. Puis le maréchal descend solennellement l'escalier, salue les badauds en levant son chapeau et part avec ses conseillers dans 6 voitures. Le convoi progresse avec une lenteur pénible sur les routes encombrées de véhicules militaires allemands battant en retraite. S'arrêtant pour déjeuner à la préfecture de Moulins, à une 60aine de kilomètres de Vichy, les conseillers de Pétain font des copies de sa lettre à Hitler et d'un discours rédigé les jours précédents. Il s'agit du dernier message du maréchal au peuple français avant sa déclaration liminaire lors de son procès, près d'1 an plus tard. Français, quand ce message vous parviendra, je ne serai plus libre. Pendant plus de 4 ans, décidé à rester au milieu de vous, j'ai chaque jour cherché ce qui était le plus propre à servir les intérêts permanents de la France. Loyalement, mais sans compromis, je n'ai eu qu'un seul but, vous protéger du pire. Et tout ce qui a été fait par moi, tout ce que j'ai accepté, consenti, subi, que ce fût de gré ou de force, je ne l'ai été que pour votre sauvegarde. Car si je ne pouvais plus être votre épée, j'ai voulu rester votre bouclier. La figure d'un Pétain bouclier deviendra un élément clé de sa future défense.
Comme il ne peut plus s'exprimer à la radio, des copies du message sont jetées par les fenêtres des voitures. La plupart sont dispersées par le vent, quelques-unes ramassées par des passants. Une poignée a été laissée à l'hôtel de Saulieu où Pétain passe la nuit. Reproduit de manière erratique sur un papier fragile, ce message devait être versé au dossier de la défense si Pétain était un jour amené à devoir répondre de ses actes devant les Français. C'est la seule utilité. Le 21 août au soir, le petit groupe atteint la préfecture de Belfort où Pétain a la surprise de retrouver Pierre Laval, toujours officiellement chef du gouvernement. 2 semaines plus tôt, à Paris, Laval avait imaginé une tentative de la dernière chance pour sauver sa peau. Sachant que l'arrivée des Alliés était imminente, il avait conçu l'idée de réunir l'Assemblée nationale à la Troisième République, qui servirait de source d'autorité française légitime au moment de l'entrée des libérateurs américains à Paris. À l'instar des conseillers de Pétain l'année précédente, il misait sur la méfiance de Roosevelt à l'égard de De Gaulle. Ce plan offrirait aux Américains un autre moyen de mettre De Gaulle sur la touche. Avec la bénédiction d'Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne, Laval quitte Paris le 12 août en automobile pour se rendre à Nancy, où Édouard Herriot, le président de la Chambre des députés en 1940, est assigné à résidence. Le plan n'a aucune chance d'aboutir sans sa coopération. Mais 3 jours suffisent pour établir que, avec ou sans Herriot, il est voué à l'échec. Les Allemands y renoncent et le 17 août, Laval est emmené de force en direction de Belfort. Les relations entre Pétain et Laval ont toujours été exécrables, mais à Belfort, les 2 hommes sont pour une fois d'accord. Étant l'un et l'autre prisonniers, ils n'accepteront plus d'exercer de responsabilités gouvernementales. Ils se mettent en grève. Après une rencontre rapide, ils se dispensent d'avoir à supporter la présence physique de l'autre. Pétain est installé à quelques kilomètres de Belfort, au château de Morvillard. Laval reste à la préfecture. Les jours suivants, il ne communique que par lettre. Alors, on est 38. Donc, page 58, qui peut juger? Page 58. Que faire des personnalités les plus importantes du gouvernement de Vichy? Alors, je ne sais pas jusqu'où. Voilà. Du gouvernement de Vichy, à commencer par Pétain. Depuis la Révolution, toutes les constitutions avaient inclus une disposition pour juger les hommes politiques accusés de trahison. Sous la Troisième République, instaurée en 1875, ce rôle était confié au Sénat, la chambre haute du Parlement, siégeant en session extraordinaire en tant que haute cour. Mais cette procédure est inenvisageable en 1945. On n'a même pas déterminé si la France conservera la même constitution. Et la plupart des membres du Sénat, élus sous cette constitution, ont voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Il est donc décidé de créer une nouvelle haute cour de justice pour juger les dirigeants de Vichy. Le problème suivant consiste à trouver des juges à la réputation sans tache pour présider tous ces tribunaux, sachant combien l'appareil judiciaire dans son ensemble a été compromis par l'occupation. Vichy, régime autoritaire, a beau avoir répudié les pratiques de la Troisième République, il a été servi loyalement par des fonctionnaires et les officiels de cette République et par des magistrats qui en ont été les rouages essentiels. En témoigne l'obligation formelle sans précédent qui leur a été imposée de prêter publiquement un serment de fidélité à Pétain. Je jure fidélité à la personne du chef de l'État, durent proclamer tous les juges et procureurs au cours d'une cérémonie solennelle le 1er septembre 1941, en présence du ministre de la Justice. L'opinion de Maurice Garçon sur cette question était sans doute partagée par nombre de ses collègues avocats. Qu'y a-t-il de plus servile et de plus lâche qu'un magistrat? L'indépendance de la magistrature, cette fameuse indépendance dont on parle tant, est une chimère dangereuse parce qu'on l'entretient et que tout le monde y croit. La vérité est bien plus triste. Les magistrats, pour la plus grande majorité, sont des hommes ambitieux qui estiment que leur carrière est fonction de leur obéissance aveugle au pouvoir, quel qu'il soit. Garçon reconnaissait que même les avocats qui, comme lui, défendaient des victimes du régime étaient inspirés
dans un processus judiciaire bafouant de nombreux principes jusqu'alors considérés comme sacro-saints. En 1943, il avait pris la défense de 5 jeunes gens de Poitiers accusés de terrorisme, ainsi que Vichy qualifiait les actes de résistance. Je suis désolé d'avoir accepté de plaider dans ce procès. En apparaissant à la barre, je me faisais complice d'une honteuse comédie. Ceux qui ont voulu cela se réfugieront derrière la parodie de ma présence pour clamer qu'on a respecté le droit de la défense. Contre son gré, je deviens complice d'une machination. Contre mon gré, je deviens complice d'une machination. Malgré ses scrupules, Garçon leur épargna par son éloquence la peine de mort. Ces dilemmes moraux étaient encore plus aigus pour les magistrats que pour un avocat comme Maurice Garçon. Un seul d'entre eux, Paul Didier, refusa de prêter serment. À l'appel de son nom, lors de la cérémonie, il cria à la supérieure générale « Je refuse de prêter serment ». Il fut rapidement limogé et interné avant d'être placé en résidence surveillée. Ce n'était pas la première fois dans sa carrière que Didier faisait preuve d'une telle indépendance d'esprit. Bien qu'il eût été réintégré peu après la libération, son exemple ne fut pas célébré après la guerre, même par les membres de la magistrature qui s'étaient opposés à Vichy. Ayant défié la culture de l'obéissance enracinée dans le corps de la magistrature, il fut considéré comme un gêneur plus que comme un héros par ses homologues, qui pensaient qu'il était là pour appliquer la loi et non pour les juger. Magnifique. Alors, 63. Avant le procès de Pétain. 63. Juste avant. Alors, avant le procès de Pétain, François Mauriac avait participé activement à la résistance. Il fut l'un des fondateurs du Comité national des écrivains, une organisation de résistance qui avait dressé une liste noire des écrivains engagés dans la collaboration. Mais lorsque certains de ces écrivains commencent à comparaître devant les tribunaux, Mauriac se met à avoir des scrupules à les condamner à mort. Il prend la défense du journaliste Henri Béraud, condamné à mort en décembre 1944, peine commue par De Gaulle en emprisonnement à vie. Le canard enchaîné le surnomme malicieusement Saint François des Assises. Ces articles dans le Figaro sont attaqués dans Combat, le journal de la résistance, par Albert Camus, l'étoile montante de la scène intellectuelle. Chaque fois qu'à propos de l'épuration j'ai parlé de justice, M. Mauriac a parlé de charité, écrit-il dans une simplification de la position de Mauriac. Lorsque Robert Brasillac est condamné à mort en janvier 1945, Mauriac lance une pétition d'écrivains pour demander la clémence, alors que Brasillac l'a souvent attaqué violemment. Cette pétition est signée par 59 auteurs, dont Paul Valéry et Jean Cocteau. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir refusent d'y participer. Camus soutient cette demande de clémence en raison de son opposition de principe à la peine de mort. Cette fois-ci, De Gaulle ne commut pas la peine. Brasillac est fusillé le 6 février 1945. Les critiques de l'épuration se concentrent sur le fait que le processus jusqu'alors considéré comme concernait aucune des principales figures du régime de Vichy. En effet, il a fallu plusieurs mois rien que pour établir la composition de la haute cour qui doit les juger. Ce n'est que le 18 novembre 1944, sous la pression des critiques de la presse, que le gouvernement détermine le fonctionnement de la composition de ce tribunal. Début novembre, le procureur général André Mornay donne les noms de 70 personnes qui seront jugées. Elles seront finalement 108, mais toujours sans calendrier. Le problème est que très peu des accusés potentiels sont présents. Certains sont réfugiés en Espagne, d'autres se cachent en France. Pétain est en Allemagne. Ces procès ne peuvent donc avoir lieu que par contumace, ce qui n'a pas le même retentissement car, en l'absence de l'accusé, il n'y a ni plaidoirie d'avocat, ni témoin à entendre. Alors, page 110, état de l'accusé. 110... C'est un vieux monsieur déjà, l'accusé. Pétain se trouvait dans une forme physique remarquable, tout de même. Pour un homme de 89 ans quand même. Hein. Mais son état mental était difficile à évaluer.
Jacques Charpentier, qui lui rend visite à Montrouge pour discuter du choix des avocats, déclare à Izorni, son avocat, un de ses avocats, « J'ai eu l'impression d'une magnifique façade derrière laquelle il n'y avait plus rien. » À Vichy, on disait souvent qu'il n'était capable de se concentrer que 2 heures par jour. À la prison de Montrouge, un médecin surveille son état de santé et en tient le gouvernement informé. Il rédige un rapport le 23 mai. Certains jours, je trouve le maréchal plongé dans ses papiers. Il les retourne sans cesse. Et il m'est impossible de tirer de lui la moindre parole. Autrefois, il mélange des dates. Il ne se rappelle plus les faits récents, mais évoque bien d'autres événements. Enfin, la visite de ses avocats ou ses interrogatoires sont habituellement suivis de prostration. Ayant reçu la consigne d'amener le maréchal à son procès dans un bon état physique et moral, je pense que la présence à ses côtés de la maréchale semble indispensable. Elle lui range ses papiers, lui rappelle des dates, le remonte moralement. Sans elle, il est à craindre qu'il ne puisse conserver un état mental suffisant pour supporter les interrogations et pour affronter les fatigues du procès. Son absence entraînerait sûrement le redoutable et probablement d'irréparables défaillances en ce qui concerne son équilibre psychique, qui est très précaire. Izorni réfute toute suggestion selon laquelle Pétain serait sénile, affirmant au contraire que ce terrien du Nord avait la souplesse d'un diplomate italien. Mais les notes qu'il prend sur leur rencontre racontent une autre histoire. Le 25 mai, il écrit « Il est fatigué. J'ai quelques difficultés à lui faire comprendre certaines de mes explications. Le maréchal a aujourd'hui des trous de mémoire considérables qui empêchent le raisonnement et il faut répéter plusieurs fois la même chose. Lorsqu'une semaine plus tard, il lui annonce que d'anciens hommes politiques de la Troisième République, comme Léon Blum et Paul Reynaud, viendront témoigner contre lui, sa réaction est la suivante. « Mais pourquoi m'en veulent-ils? Qu'est-ce que je leur ai fait ?» Quand Izorni lui rappelle qu'il les a jetés en prison, Pétain paraît surpris et n'en a aucun souvenir. Pétain se réfugie dans ses souvenirs peu utiles à sa défense. Il est particulièrement fier de ses messages au peuple français pendant l'occupation. Souvent, à la fin de la journée, il en lit un à ses avocats sans se rendre compte que, comme le raconte Izorni, dans la lourde chaleur moite de l'été, ses lectures finissaient par nous assoupir. Ils ont souvent droit à un discours de mars 41 présentant ses idées sur la réforme du travail. Lorsqu'il a terminé, Pétain se félicite. Il n'y a pas un mot de trop. Un vieux bonhomme, quoi. Alors, page 125, le décor. Le palais de justice de Paris est un bâtiment intimement lié à l'histoire de France. Situé au cœur de la capitale, sur l'île de la Cité, là où s'étaient installés les Romains, il se trouve à 2 pas de la cathédrale de Notre-Dame. Cette île a également abrité la première résidence des rois qui comprenait la Sainte-Chapelle, l'un des joyaux de l'architecture gothique française, construite au XIIe siècle pour accueillir un fragment de la vraie croix. Lorsqu'à la fin du XIVe siècle, Charles V transféra sa résidence de l'autre côté du fleuve, au palais du Louvre, les tribunaux royaux restèrent sur place. Depuis lors, le palais de justice occupe l'emplacement derrière sa façade classique érigée au XIXe siècle. Une grande partie de la structure médiévale subsiste. Le palais de justice est un vaste ensemble de bâtiments dans lequel se trouve encore enchâssée la Sainte-Chapelle. Au nord, surplombant la Seine, se dressent les tours médiévales de la conciergerie qui fut une prison pendant des siècles. C'est là que Marie-Antoinette, de même que de nombreux aristocrates et chefs révolutionnaires tombés en disgrâce, furent incarcérés sur la Révolution. Leurs procès se déroulèrent au tribunal révolutionnaire dans une autre partie du palais, à l'exception de celui de Louis XVI, jugé de l'autre côté de la Seine à la Convention. La conciergerie ne servait plus de prison depuis 1934, mais le palais abritait toujours un dédale de cellules insalubres, le dépôt où la police gardait des suspects en détention provisoire. L'actrice Arletty y passa quelques jours en octobre 1944.
Ces cellules se trouvaient à proximité immédiate du siège de la police judiciaire, situé 36 quai des Orfèvres, une adresse familière au lecteur de romans de Georges Simenon. C'est par la porte du 36, quai des Orfèvres, que Philippe Pétain arriva au palais de justice vers midi, le dimanche 22 juillet 1945. Conduit de Montrouge dans un panier à salade. Ils avaient qu'à se dire choqués qu'un maréchal de France soit transporté comme un vulgaire criminel, mais il s'agissait sans doute moins d'humilier Pétain que de s'assurer d'une arrivée discrète. Le gouvernement voulait éviter toute manifestation favorable ou défavorable. Pétain n'était pas conduit aux dépens, mais à quelques pas de la salle d'audience, dans des pièces du palais aménagées en hâte pour lui, où il résiderait pendant toute la durée du procès. Cette prison provisoire était installée dans le bureau d'un greffier et dans les vestiaires du magistrat. Pétain dispose d'une petite chambre à 2 lits pour lui et sa femme et d'un cabinet de toilette adjacent. Les fenêtres donnant sur la cour ont été murées pour des raisons de sécurité. Les bureaux voisins sont convertis en chambres pour loger ses 2 infirmières, son médecin et Joseph Simon, son geôlier. Alors, 36, donc 143, faites entrer l'accusé. 143. Alors, entre Pétain. Alors que la salle d'audience se remplit, Joseph Kessel décrit la scène. Il était journaliste à l'époque. Dans le couloir à peine large d'1 mètre qui mène au tribunal, on voit une vieille petite table. Derrière elle se trouve un vieux fauteuil de cuir usé, fatigué. C'est là que doit prendre place l'inculpé, le maréchal Pétain. On attend. Les journalistes bavardent, les photographes, les opérateurs du cinéma vérifient leur appareil. Alors, tout ça, on le voit dans le reportage de Philippe Saad. Hein. Regardez-le sur YouTube, c'est intéressant. Donc les personnages qui participent au procès ou loin de la tragédie arrivent peu à peu. Voici une sœur à cornette blanche, à voile bleu. Elle est chargée de veiller sur la fatigue du maréchal Pétain. Voici placé côte à côte Albert Lebrun, qui fut le dernier président de la Troisième République, et Paul Reynaud, son dernier président du Conseil. Soudain, le silence. Par la petite porte entre des gens tassés les uns contre les autres, et que des gardes écartent, paraît le maréchal Pétain. Il est en uniforme, pour toute décoration, la médaille militaire. Il se tient droit, il ne regarde rien ni personne, il va au vieux fauteuil, pose son képi lauré sur la vieille petite table, s'assied. Le silence dure. Un frémissement collectif le nourrit d'une puissance singulière. Pitié, indignation, sympathie, haine? Je ne crois pas. Mais une sorte de gêne, une douleur abstraite qui ne s'adresse pas à celui qui vient de s'asseoir. Ces sentiments le dépassent. Il touche à la gloire, au destin, à la patrie, au grand symbole, au mythe profond dont ce vieil homme assis dans ce vieux fauteuil porte le poids. Lui-même, en vérité, il ne suscite aucune émotion vivante, parce qu'il semble n'en éprouver aucune. Le silence dont il est le centre, le foyer, devrait lui être intolérable. On dirait qu'il ne s'en aperçoit point. Ses mains jouent avec un rouleau de papier, ses mains qui sont comme indépendantes de lui, qui ont leur vie propre. Elles n'arrêteront pas leur mouvement durant toute la séance. Mais le maréchal Pétain ne le sait pas, comme il ne sait pas que ses paupières fatiguées clignent sans cesse. Lui, il est immobile, impassible, inaccessible. Ce que Kessel ne dit pas, c'est que lorsque Pétain pénétra dans la salle d'audience, suivi de ses 3 avocats, Izorni paraissait extraordinairement jeune à côté de ses 2 collègues. Tout le monde se leva comme une onde qui se propage. S'agissait-il d'un réflexe de respect ou simplement, comme certains le prétendirent, du fait qu'une fois que certains spectateurs s'étaient mis debout, les autres durent les imiter pour voir au-dessus de la tête de ceux qui se trouvaient devant.
irrésistible curiosité ou respect involontaire? Probablement les deux. Alors, page 152, hypocrisie et cynisme. En me condamnant, ce que dit Pétain, ce sont des millions d'hommes que vous condamnerez, dans leur espérance et dans leur foi. Ainsi, vous aggraverez ou vous prolongerez la discorde de la France, alors qu'elle a besoin de se retrouver et de s'aimer pour reprendre la place qu'elle tenait autrefois parmi les nations. Mais ma vie importe peu. J'ai fait à la France le don de ma personne. C'est à cette minute suprême que mon sacrifice ne doit plus être mis en doute. Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné, ni détenu pour avoir obéi aux ordres de son chef légitime. Mais je vous le dis en face du monde, vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice, et c'est un innocent qui en porterait le poids, car un maréchal de France ne demande de grâce à personne. À votre jugement répondront celui de Dieu et celui de la postérité. Ils suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France. Pétain lut ce texte sans lunettes, d'une voix étonnamment ferme pour ceux qui s'étaient habitués depuis 4 ans à cette diction tremblante à la radio. Il avait quelque chose d'irréel et à réentendre cette expression célèbre de sa première allocution en français le 17 juin 40, le don de ma personne. Le temps était suspendu. Chacun dans la salle d'audience se remémorait l'endroit où il se trouvait ce jour-là et les émotions qu'il avait alors ressenties. Plus généralement, cette déclaration était une compilation d'informations douteuses et de semi-vérités, l'approximation et de provocation. Pétain aurait certainement mieux fait de s'abstenir d'affirmer à son éditoire que, contraint par l'occupant, il avait accompli certains actes dont il avait souffert plus que vous, étant donné que de nombreuses personnes présentes dans la salle avaient subi des deuils incommensurables. Par exemple, Jean-Richard Bloch, rédacteur en chef du journal communiste Le Soir, qui avait perdu sa fille fusillée à Hambourg en février 1943, sa mère mort à Auschwitz à l'âge de 86 ans, et son fils tué par la ministre en juin 1944. Un peu indécent comme remarque. Affirmer que Pétain avait toujours cherché la réconciliation ne correspondait guère à la réalité d'un régime qui avait commencé par s'attaquer à de nombreuses catégories de citoyens, juifs, francs-maçons, communistes, quasiment immédiatement, et par emprisonner d'anciens dirigeants politiques, dont beaucoup présents ce jour-là dans la salle d'audience. Le langage de la réconciliation ne s'était manifesté qu'à la fin. Le régime de Vichy n'avait tendu la main à ses ennemis que lorsqu'il n'avait plus eu d'amis. Pourtant, la déclaration de Pétain, accueillie dans le plus grand silence, était habilement construite. Le rappel de son passé glorieux, le fait que le régime de Vichy ait été légalement reconnu par la plupart des pays, l'hommage implicite à De Gaulle, inséré seulement dans la version finale, aucun de ces arguments n'aurait infléchi ceux qui étaient convaincus de la culpabilité du maréchal, mais il confortait ceux qui cherchaient des raisons à l'exonérer. Madame Jacob avertit ses lecteurs de ne pas se laisser abuser. C'est l'abominable voie du désastre, celle de nos humiliations, la voie qui jette à la fois le venin et le trouble. Pétain, en ce message, a dépassé tout ce qu'on pouvait attendre de lui dans le domaine de l'hypocrisie et du cynisme. Voilà, donc c'est le seul moment où il s'exprime. Pétain, après, il se tait. Alors, donc, on est page 153, page 168. Nous seuls avons fait ça. Ah, page 168. Nous seuls avons fait cela. Après la démission de Reynaud, il échoua à Lebrun en tant que président de la République de choisir un nouveau président du Conseil. Habituellement, cela demandait de longues tractations avec le personnel politique pour trouver quelqu'un susceptible de rassembler une majorité parlementaire. Puisque c'est impossible dans le chaos bordelais, Lebrun se trouve investi d'un pouvoir inattendu que sa timidité ne l'a pas préparé à endosser.
Ayant conclu que la plupart des ministres étaient favorables à un armistice, Reynaud lui-même suggère à Lebrun de nommer Pétain successeur logique. Lebrun, de son côté, opposé à l'armistice, n'est pas tenu d'accepter ce conseil. Il rappelle son dilemme. Qui donc, parmi les hommes possibles, était à Bordeaux? Et parmi ceux qui étaient à Bordeaux, beaucoup parmi vous y étaient, sans doute. Il faut avoir connu cette atmosphère tumultueuse. Où était-il? Où résidait-il? Je n'aurais jamais pu les atteindre. Il était peut-être 11 heures du soir, et j'avais la préoccupation que la France eût un gouvernement le lendemain, car si elle ne l'avait pas eu, pour ces âmes désemparées que je voyais partout, se serait ajouté le souci de dire la France n'a même plus de gouvernement, pauvre France. Donc je pris le maréchal Pétain et je lui dis, eh bien voilà, constituez le gouvernement. À la minute, le maréchal, dans un geste familier, ouvrit son portefeuille, me montra une liste et me dit, voici mon gouvernement. Je dois dire que dans la grande tristesse du moment, j'ai eu tout de même un petit soulagement. Je me rappelais ces difficiles constitutions du ministère pendant mes 8 années de présidence, qui ont duré, vous vous le rappelez, 3 ou 4 jours, tandis que je l'avais à la minute. Je trouvais ça parfait. Ce qui fut un petit soulagement pour Lebrun fut bien sûr suspect pour ceux qui croyaient à un complot. Un seul autre témoin direct des événements sur l'armistice qui agitèrent le gouvernement Reynaud fut appelé à la barre. Il s'agissait de Louis Marin, un politicien conservateur, fâcheusement pour l'occupation, ses souvenirs se concordaient par toujours avec ceux de Reynaud. Marin est un personnage incontournable de la vie politique de la Troisième République. Depuis presque le début du siècle, député de la première circonscription de Nancy, dans la partie de la Lorraine restée française en 1971, il était d'un patriotisme intransigeant. Avec son immense moustache blanche et sa sempiternelle lavalière à pois, il ressemblait à la fois à un guerrier gaulois et à un député républicain des années 1890. Tremblant de rage dès le premier mot de sa déposition, il évita soigneusement de dire le maréchal Pétain et ne parla que de l'accusé, ce qui l'obligea à un moment à se corriger. Lorsque le maréchal, je veux dire l'accusé, la Norvège n'a pas fait l'armistice. La Belgique n'a pas fait d'armistice. La Hollande n'a pas fait d'armistice. Le Luxembourg n'a pas fait d'armistice. Et dans la suite, ni la Grèce attaquée n'a fait d'armistice, ni la Yougoslavie, qui s'est arrachée des griffes du pacte qui venait d'être signé par le régent, n'a non plus fait d'armistice. Nous seuls en avons fait un. Marin replonge la cour au cœur des débats. Il donne un exemple éloquent des menaces proférées par Weygand pour y intimider le gouvernement. Lors d'une réunion à Cangé, le général annonce que les communistes ont pris le pouvoir dans la capitale et mis en place un gouvernement révolutionnaire. Un coup de téléphone à Paris du ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, démontra que cette nouvelle alarmante était fausse. Donc ça ressemble à un complot quand même. Hein. Alors, page 176, Lebrun, chef de l'État. 176. Lebrun décrit ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain, je reçus la visite du maréchal Pétain. Je le revois toujours entrant dans mon cabinet. Monsieur le Président, me dit-il, le moment pénible est arrivé. Vous avez toujours bien servi le pays. Le vote de l'Assemblée nationale a créé une situation nouvelle. D'ailleurs, je ne suis pas votre successeur. Un régime nouveau commence. Et puis, de lui répondre, Monsieur le Maréchal, soyez sans souci pour moi. J'ai toujours été un serviteur toute ma vie de la loi, même si elle n'avait pas mon adhésion morale. Eh bien, aujourd'hui, je constate que l'Assemblée nationale a prononcé cela, cela me suffit. Ainsi, Lebrun n'avait jamais formellement démissionné. Il s'était effacé discrètement sur la pointe des pieds. Le coup d'État du 10 juillet 40, si coup d'État il y eut, n'aurait pu se dérouler plus courtoisement. Comme De Gaulle le notera de manière cinglante dans ses mémoires, au fond, comme chef de l'État, 2 choses avaient manqué à Lebrun. Qu'il fût un chef et qu'il y eût un État.
Le récit le plus remarquable de ce qui s'est passé le 10 juillet au théâtre du Casino de Vichy est celui du socialiste Léon Blum, l'un des 80 qui n'avait pas voté, l'un des 80 qui avait voté non. Socialiste, juif, intellectuel, esthète, Léon Blum représente dans l'entre-deux-guerres tout ce que l'extrême droite honnit. Charles Maurras écrit de lui dans l'Action française qu'il est un homme à fusiller, mais dans le dos. Les conservateurs détestent sa judicité, ses convictions et son apparence physique. Blum, qui a commencé sa carrière comme critique littéraire, a toute sa vie conservé l'allure d'un dandy fin de siècle. L'affaire Dreyfus le propulse de la littérature à la politique. En 1920, après la scission communiste, il devient le chef du Parti socialiste, SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. La haine à son encontre n'est pas seulement verbale. En février 1936, à Paris, il est attaqué par un groupe de camelots du roi et hospitalisé plusieurs jours. Après les élections d'avril-mai de la même année, il devient le premier président du Conseil socialiste. Lorsqu'il se présente devant le Parlement après sa victoire, le député de droite Xavier Vallat, futur commissaire général aux questions juives de Vichy, lance pour la première fois ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. La France sera désormais dirigée, déplore-t-il, par un talmudiste subtil et non par quelqu'un dont les origines, si modestes soient-elles, se perdent dans les entrailles de notre sol. Face au nazisme, Blum revoit son engagement pacifiste. Contrairement à ce qui sera prétendu lors de son procès organisé par Vichy à Riom en février et avril 1942, c'est son gouvernement du Front populaire qui a lancé le réarmement français. Mais les socialistes eux-mêmes sont dans les années 30 divisés en matière de politique étrangère. Beaucoup d'entre eux refusent d'abandonner le pacifisme. C'est le cas du secrétaire général de SFIO, Paul Faure, qui figure sur la liste des ministres que Pétain produit, comme par miracle, le jour où Lebrun lui demande de former un gouvernement. Selon le témoignage de Reynaud au procès, lorsque Lebrun s'était étonné de voir sur cette liste le nom d'un pacifiste aussi notoire, Pétain aurait répondu « Oh, oh, on m'a dit que cela ennuierait Léon Blum. » Voilà. Alors, page 79, la peur. Enfin, Lebras aborde le vote des 9, c'est dans son témoignage, quoi, des 9 et 10 juillet à Vichy. De la vie générale, son récit fut l'un des moments les plus saisissants de tout le procès. Un spectacle qui est difficile d'évoquer sans un certain frémissement. J'ai vu là pendant 2 jours des hommes s'altérer, se corrompre, comme à la vue d'œil, comme si on les avait plongés dans un bain toxique. Ce qui agissait, c'était la peur des bandes d'Oriot dans la rue, la peur des soldats de Végan à Clermont-Ferrand, la peur des Allemands qui étaient à Moulins. Ce qu'on appelait le Marais dans l'Assemblée révolutionnaire a connu une peur de ce genre le 31 mai 1993, quand les sans-culottes ont envahi l'Assemblée. Ou le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, quand Robespierre a été arrêté. J'ai compris, je vous assure, pourquoi on avait appelé cela le Marais. C'était vraiment un marécage humain dans lequel on voyait, je le répète, à vue d'œil se dissoudre, se corroder, disparaître tout ce qu'on avait connu à certains hommes de courage et de droiture. J'ai quitté Vichy, non pas certes découragé, mais désolé. Quand j'ai vu Chautemps pour la dernière fois dans un couloir, je lui ai dit « Alors quoi, c'est la fin de la République ?» Il m'a dit « J'en ai peur. » Je suis rentré dans la maison de campagne que j'habitais. C'est là que j'ai été arrêté le 15 septembre. De sa voix douce, Léon Blum avait parlé, j'ai dit Lebras tout à l'heure, c'est Blum, hein? Oui, enfin Blum aborde les votes des 9 et 10 juillet. Hein. Voilà. De sa voix douce, Blum avait parlé avec une calme dignité, sans effet de rhétorique. L'impact de son témoignage venait de son émotion contenue et de sa précision.
s'en dégage plus de tristesse que de colère, plus de souffrance que de récrimination, sans la suffisance de Reynaud, ni la gesticulation de Daladier, ou l'indignation un peu factice de Marin. Même Isorni, dont le récit du procès est parsemé de piques ironiques contre les différents témoins de l'accusation, a convenu que Blum déposait en seigneur. Il faut reconnaître qu'il le faisait avec une aisance, une précision, une sûreté de termes qui était du grand art, et lui donnait, malgré sa voix fluette et presque expirante, une autorité qu'aucun témoin n'avait manifestée avant lui. Il avait aussi une force qui provenait de l'absence, apparemment tout au moins, de passion. L'avocat ne peut résister cependant à une petite remarque antisémite. Les Israélites, qui occupaient, fort nombreux, les bancs de la presse, étaient dans un ravissement extasié. Parlait le pape. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là pour le premier épisode, et on va faire un deuxième épisode sur ce livre hein, qui est magistral. Il y a tous les éléments, donc c'est intéressant de le lire un peu longuement. Voilà, donc on fera un deuxième épisode sur ce livre, et puis ensuite, la dernière semaine, on abordera le livre de Pauline Dreyfus. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et à très très bientôt.